Voilà, c'est l'heure de notre second débat. Il nous emmène en Afrique après la République centrafricaine, le Mali. L'an dernier, les soldats français quittent le Burkina Faso, poussés dehors par des gouvernements qui ont appelé les milices Wagner. Les Russes sont-ils les seuls responsables de ce sentiment anti-français? Quelles ont été nos erreurs stratégiques? Ce seront les deux grandes questions de notre débat. Avant cela, le constat réalisé par Flora Sauvage. L'effet domino. Après le Mali et la République centrafricaine, l'armée française qui luttait contre le terrorisme djihadiste dans le nord du pays a annoncé son départ du Burkina Faso, confrontée à un sentiment anti-français nourri par la junte au pouvoir. La France n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. On veut qu'il rentre. On en a marre d'eux, on veut qu'il rentre. Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Poussés dehors par le pouvoir burkinabé, les soldats français ont un mois pour plier bagages, laissant la place libre à la Russie. Le continent africain est devenu la cible numéro 1 de la stratégie d'influence russe. Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a promis un engagement intensifié lors d'une visite qualifiée d'historique par le pouvoir malien. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Après les mercenaires russes de Wagner qui évolueraient dans l'ombre sur le sol africain depuis plusieurs mois déjà, la Russie affiche désormais ses ambitions au grand jour, étendre son influence dans tous les pays de la région en luttant contre les djihadistes. La lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les autres pays de la région. Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, et en général la région sahélo-saharienne, et même les pays riverains du golfe de Guinée. Si le divorce est consommé entre la France et une partie de la jeunesse africaine, les visées de Moscou vont au-delà de l'Afrique francophone. À l'heure de la guerre en Ukraine, la Russie cherche ainsi à briser son isolement sur la scène internationale. Quelles sont les racines de ce sentiment anti-français? On en débat tout de suite avec Niagale Bagayoko. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes politologue spécialiste des questions de défense et de sécurité en Afrique francophone et présidente de l'African Security Sector Network. Christian Cambon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, sénateur LR du Val-de-Marne et président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, grand reporter, essayiste, enseignant à Sciences Po. Et je cite votre livre « Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial ». Mathilde Sirot était évidemment restée à mes côtés. Question assez générale, tiens, pour commencer. On va avoir le temps ensuite de détailler. Niagale Bagayoko, comment vous expliquez ce désamour? C'est quoi la première raison? Vous diriez quoi? Le terme est rarement employé, mais je le trouve assez juste en réalité. Moi, il me semble qu'il y a trois raisons majeures à ce à quoi on assiste aujourd'hui. La première, c'est la déception qu'a suscité l'incapacité qui a été celle de l'opération Barkhane à venir à bout de la progression des groupes djihadistes qui n'ont cessé et qui continuent de s'étendre et la sorte d'oubris que l'on a constaté de la part des autorités françaises qui ont affirmé leur capacité à neutraliser cet ennemi. Donc déception Barkhane. Déception Barkhane. La deuxième, je pense que l'on a aussi affaire à un rejet d'une certaine arrogance qui est reprochée à la diplomatie française et à ses plus hautes autorités. Et la troisième, c'est le deux poids, deux mesures que l'on constate, qui fait qu'il est devenu absolument insupportable de voir d'un côté une junte au pouvoir au Tchad arriver à la faveur d'un changement inconstitutionnel de régime, qui plus est avec à sa tête le fils du président décédé, donc d'une transition dynastique, qui s'oppose à la fermeté, à la fin de non-recevoir, opposée par exemple au régime putschiste malien. Oui, alors on va évidemment reprendre certains de ces arguments. Peut-être Barkhane pour commencer. Christian Cambon, est-ce que vous dites vous aussi que Barkhane c'est un échec? Je n'irai pas jusque-là. D'abord, en mémoire des 50 soldats qui ont perdu la vie pour sauvegarder la sécurité de cet État. Déjà, je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Je pense qu'il faut regarder les choses de près. Serval a été un succès. Serval a été un succès et
je crois personnellement que ce genre d'opération ne doit pas trop s'étendre dans le temps. Le fait d'être resté 8 ans présent me semble certainement un peu trop long, car les contingents français, enfin les forces françaises sont arrivées en libérateurs et sont partis en occupant. Et donc je pense que... Et ça, c'est la durée qui donne ce sentiment. Et c'est la durée parce que on n'a peut-être pas su jumeler cela avec un autre chapitre sur lequel moi je souhaiterais revenir, qui est l'aide au développement. On en parlera évidemment, oui. Au fur et à mesure que l'on sécurisait des zones, peut-être aurions-nous dû avoir de véritables brigades du développement qui auraient rouvert les écoles, les centres de santé, etc. Et je crois que c'est un peu trop long. Vous savez, il y avait un général qui était venu devant la commission et qui avait dit « Les OPEX, c'est comme une autoroute. Le problème, c'est de savoir à quelle sortie on prend. » Là, peut-être qu'on a un peu trop tardé à sortir. Vincent Hegeot, en 2 mots, on rappelle ce qu'étaient ces opérations militaires qui se sont enchaînées. Et l'objectif, éradication ou en tout cas bloquer la progression de djihadistes. Dans un premier temps, donc l'opération Serval sous François Hollande consiste à la demande des autorités maliennes d'entraver la progression d'une alliance djihadisto-touareg dans un premier temps, mais très vite, la composante touareg sera évincée par la mouvance djihadiste, progression vers le centre, puis, le cas échéant, vers le sud du pays et la capitale Bamako. C'était donc une opération qui était circonscrite dans le temps et dans l'espace. Ensuite, et pour en avoir discuté avec des stratèges de l'armée française, des officiers engagés sur le terrain, il y a une loi d'airain quasiment inexorable, c'est que lorsque vous avez l'extension du domaine de la lutte, pour être Houellebecquien 10 secondes, on vient dans un format immense sur 5 pays, 5 millions de kilomètres carrés, etc. Et on s'installe aussi dans la durée. Donc ça, c'est Barkhane. Et les officiers, donc on passe à Barkhane été 2014. Les officiers avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter souvent me disent, quoi qu'il advienne, et c'est d'ailleurs la conviction de François Lecointre, le chef d'état-major des armées de l'époque, quoi qu'il advienne, même si une force étrangère est là à l'invitation d'un pouvoir réputé légitime, lorsque vous inscrivez dans le temps long, vous êtes vécu comme une force d'occupation. Donc, le regard critique dans le retour d'expérience, pour rester dans la vulgate militaire, il venait des militaires eux-mêmes. C'est-à-dire, il y avait quelque chose d'inévitable, surtout... Mais est-ce que l'objectif, pardon de vous interrompre, est-ce que l'objectif était tenable ou réaliste? Non, mais alors, surtout quand la force en question émane de l'ancienne puissance coloniale, ce qui ouvre un boulevard à... toute la rhétorique anti-impérialiste, etc., sur laquelle on reviendra souvent. Alors, sur votre question précise, Thomas, je pense que, en une formule, le dispositif Barkhane s'est acquitté non sans bravoure d'une mission impossible. Impossible du fait de la nature même de la conflictualité. Vous savez, dans la frustration qu'évoquait Niagalé dans son triptyque introductif tout à l'heure, cette intense frustration éprouvée par les peuples sahéliens par rapport à l'impuissance, en tout cas à minima l'insuccès de cette opération. Comment se fait-il que la 5e ou 6e armée du monde soit incapable d'eux? Il y a un angle mort, c'est que c'est une conflictualité nouvelle dans laquelle la suprématie technologique ne vous donne pas d'avantage décisif. Pourquoi? Parce que vous êtes fait face à des adversaires mobiles en effectifs limités qui ont une connaissance parfaite de la topographie, qui est un atout considérable. Donc Niagalé Bagayoko, dès le départ finalement, cette double mission, elle était entre guillemets, le terme que j'ai en tête n'est pas joli, mais pourri de l'intérieur. Enfin, vous voyez, l'objectif était inatteignable. Vous voyez à l'échec. Merci. Oui, parce que je rejoins tout à fait Vincent, il y a eu une incapacité qui n'est pas uniquement celle de la France. Il est extrêmement important de le rappeler. Il y a un échec collectif, à la fois de tous les acteurs internationaux, mais aussi des États sahéliens eux-mêmes, à mesurer... Mais est-ce qu'ils y croyaient, à la possibilité de... Côté français ou côté partenaires internationaux? Oui, je pense qu'on y a cru de manière très sincère. Mais il y a eu, dès le départ, une déconnexion des objectifs politiques et des objectifs militaires. C'est-à-dire qu'on a fait de l'instrument militaire le fer de lance de la politique menée. L'instrument militaire est un outil. Ça ne peut pas guider une politique. Il faut avoir une vision de la solution. Et c'est là aussi qu'il y a eu un gros problème, juste pour terminer très rapidement, c'est dans la divergence de vision stratégique avec des partenaires sahéliens qui, encore aujourd'hui d'ailleurs, au Niger, préconisent le recours
parallèle à la négociation avec les groupes djihadistes, ce à quoi la France s'est opposée de manière absolument non négociable. Christian, comment vous êtes d'accord avec cette idée? C'est-à-dire que l'objectif politique a pris le dessus sur la réalité militaire? La réalité militaire, déjà, elle était hors de portée. Avec 5500 soldats contrôler une étendue de territoire grande comme l'Europe, vous avez beau mettre beaucoup de technologie et beaucoup de dévouement, et Dieu sait si nos forces en ont mis, vous ne pouvez pas y arriver. Ouais. Je pense que le problème qui est évoqué est tout à fait réel, c'est-à-dire qu'il eût fallu que dans le même temps, les autorités politiques acceptent d'entrer dans une opération dans laquelle la France jouait son rôle, mais il fallait effectivement un peu de politique. Je rappelle qu'il y avait des accords d'Alger, qui n'ont globalement pas été appliqués, et qui prévoyait effectivement un certain nombre de dispositions qui devaient permettre de retrouver la paix politique, c'est-à-dire mettre autour de la table celles et ceux qui renonçaient à la violence et qui voulaient effectivement discuter de l'avenir du Mali. Ça n'a pas été possible, on le sait, il y a eu des lâchetés, il y a eu un manque de volonté. On a dit très longtemps qu'il n'y avait plus d'État au Mali, notamment dans la partie centre et dans la partie sud. La partie nord était partie depuis longtemps de mon point de vue. Et donc, à partir de ce moment-là, les populations voient le résultat et on peut comprendre quelque part qu'elles en veuillent à la France, aux Européens et à ceux... Et il faudra aussi parler du rôle de la MINUSMA, qui a joué un rôle assez ambigu, au sens où la mission qui leur était confiée était une mission qui visait à renforcer la paix, mais il n'y avait pas la paix. Donc ils étaient plutôt cantonnés, avec peu de moyens et beaucoup de difficultés matérielles. On va faire un bilan de la présence française, des soldats français en Afrique aujourd'hui. Il y a environ 6000 soldats français en Afrique. On va voir la liste des pays et du nombre de soldats s'afficher sur cette carte de la Côte d'Ivoire avec 900 militaires, en passant par le Tchad, le Niger, le Sénégal, le Gabon, le Golfe de Guinée ou encore Djibouti avec 1500 soldats. Vincent Hugeux, est-ce que donc les soldats français doivent quitter le Burkina Faso avant la fin du mois? C'est le 3e pays, on est dans un processus qui se répète. Est-ce que c'est un processus inexorable pour vous? Oui. Pour moi, le retrait, la réduction de voilure de la présence militaire française en Afrique est inéluctable et inexorable. On est entré dans une phase où il s'agit non plus de redéploiement consenti ou pensé, mais de retraite subie. C'est-à-dire que la France n'imprime pas la dynamique. Vous avez, c'est la souveraineté de tout État, la possibilité de négocier, renégocier, voire dénoncer des accords de coopération militaire. Mais ça se fait dans des formes relativement ritualisées. Là, il ne s'agit pas de ça. Là, il s'agit de répondre à des sommations de pays souverains qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on pourra y revenir, décident que la présence française est non seulement contre-productive, mais néfaste. Vous ne pouvez pas, surtout encore une fois, quand vous traînez les arriérés coloniaux, imposer par la force votre présence dans des pays qui ne veulent pas de vous. On n'est plus dans la période focartienne, référence à Jacques Foccart, le marabout africain de la France gaulliste, décider que vous allez sauver un chef d'État à bout de souffle, illégitime, en prétextant évidemment de voler au secours des populations européennes. Et ça contribue, deuxième volet du triptyque de Niagalé Bakayoko tout à l'heure, ça contribue évidemment parce qu'il faut toujours s'astreindre à penser contre soi-même et balayer devant sa porte, à l'incroyable impopularité de la France officielle, dont on se souvient dans les jeunesses africaines d'aujourd'hui, qu'elle s'est si souvent portée au secours de régimes indéfendables, bien élus, mal élus et très souvent pas élus du tout. Alors, c'est ce que Jacques Foccart et quelques successeurs, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique à laquelle on assiste ? Alors, la mort de la France-Afrique a tellement été annoncée depuis des années. Moi, je pense que c'est encore à autre chose que l'on assiste. C'est une redéfinition des relations de l'Afrique avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de manière très nette, chez la plupart des dirigeants africains, la volonté de multiplier les partenariats au-delà des relations bilatérales entretenues par les différents partenaires. Si on prend un État comme le Niger, c'est très intéressant. Pardon, j'explique ce que je voulais dire. C'est très intéressant puisque le Niger est aujourd'hui le principal partenaire de la France, puisque la plupart des effectifs de la défunte opération Barkhane se trouvent aujourd'hui sur le territoire du Niger. Il est possible
qu'ils accueillent également certains des effectifs de l'opération Sabre depuis le Burkina Faso. Mais le principal partenaire du Niger en matière de vente d'armes, c'est la Russie. Ouais. Et le deuxième, c'est la Turquie. Donc il faut que la France accepte de ne plus être le partenaire privilégié en quelque sorte. Et surtout d'arriver à démontrer sa valeur ajoutée dans ce paysage qui n'est pas uniquement composé de compétiteurs mais aussi de compétiteurs. Parce que je pense qu'on aurait tort de trop continuer à se focaliser sur la Russie. Il y a aujourd'hui de très nombreux autres acteurs, que ce soit Israël, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Inde ou que ce soit les acteurs européens. Alors ça, on aura l'occasion d'en reparler. Vraiment comme une alternative crédible à la France. Parce que forcément, vous dites bien, on va consacrer un chapitre de ce débat à la Russie et aux fameuses milices Wagner. Mais Mathilde, je voudrais qu'on fasse un focus maintenant sur finalement l'action, la politique du président français Emmanuel Macron. En 2017, donc on est au début de son premier quinquennat, évidemment, il déclare, il est à Ouagadougou, il n'y a plus de politique africaine de la France. Et pourtant, ça peut sembler un paradoxe, mais c'est sous son mandat que ce sentiment finalement anti-français se développe. Oui, le président veut réinventer, c'est son mot, le partenariat avec le continent africain. Alors, vaste programme. On ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir tenté d'ouvrir des chantiers, des questionnements qui sont particulièrement sensibles et difficiles. On pense bien sûr à la mémoire avec le Rwanda, l'Algérie ou encore le Cameroun. Au sein de l'exécutif, on dit dorénavant que le président veut revoir l'agenda africain, pas seulement d'un point de vue militaire, évidemment, mais aussi diplomatique et sur le plan du développement. On y reviendra. La nouvelle doctrine de l'armée qui se met en place, notamment au Niger, vous en avez parlé, aussi en Côte d'Ivoire, plus question de faire à la place des soldats locaux, mais avec eux, à leur côté. Ouais, qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a d'autres informations, sur cette nouvelle feuille de route africaine ? Alors c'est assez nébuleux pour l'instant. Comme ma question. Ce qu'on peut déjà noter, Thomas, c'est que la volonté du président, c'est de diversifier ses liens en Afrique, d'aller chercher de nouveaux points d'appui, c'est-à-dire de ne plus seulement se concentrer sur, en gros, le Maghreb et le Sahel. L'Afrique, c'est évidemment des ressources naturelles, 1/4 de la population mondiale en 2030, et donc un vaste marché. Autant d'arguments qui poussent en faveur, évidemment, du maintien d'une coopération étroite. Je vous résume l'état d'esprit autour du président. On doit aller à fond avec les pays qui veulent de nous et laisser ceux qui ne nous veulent plus. C'est pour cette raison qu'après une première tournée en juillet qu'il a menée au Cameroun, au Bénin, en Guinée, Emmanuel Macron va s'envoler début mars. La visite n'est pas encore totalement officielle, pour des pays qui ne font pas forcément partie de la zone d'influence naturelle de la France. On pense notamment à l'Angola, un pays qui n'est non francophone et le deuxième exportateur de pétrole d'Afrique subsaharienne, où il se rendra pour la première fois. L'Afrique centrale, c'est donc au cœur de cette nouvelle stratégie. Il ira aussi au Gabon, pays qui vient de rejoindre le Commonwealth, en République démocratique du Congo, qui n'a pas condamné l'invasion russe à l'ONU, tandis qu'après la crise des visas et l'affaire Pegasus, du nom du logiciel d'espionnage, on s'en souvient, la visite qui était prévue en ce début d'année avec le Maroc, elle n'est toujours pas programmée. Merci Mathilde. Je retiens cette phrase que vous avez glanée avec vos contacts. État d'esprit autour du président, on doit aller à fond avec les pays qui veulent de nous et laisser ceux qui ne nous veulent plus. Christian Cambon, est-ce que c'est finalement la bonne attitude face à cette situation que l'on décrit depuis le début de ce débat ? Je crois effectivement qu'il est nécessaire de réexaminer d'une manière générale le rôle de la France en Afrique et tenir compte de ces réalités qui ont été évoquées et qui sont incontestables et savoir effectivement se tourner vers des pays qui souhaitent la présence de la France, présence qui n'est plus dans l'esprit de la France-Afrique, et qui peut être une présence en termes de coopération. Moi, j'ai accompagné le président de la République au Kenya et en Éthiopie. Croyez-moi, on avait reçu un accueil d'autant plus chaleureux qu'il n'y avait pas eu un chef d'État français au Kenya depuis 1963. Alors donc, ce voyage avait été plein d'espérance. Encore du reste, faut-il, lorsque l'on lance l'idée d'un partenariat avec ces pays, qu'il faut que ça suive après et que véritablement notre présence soit pas simplement symbolique. Mais vis-à-vis des pays qui ne nous souhaitent plus, moi je crois qu'on est tous d'accord pour dire il n'est pas question de se maintenir. Peut-être aurait-on pu voir les choses, la réalité arriver un petit peu avant, parce que quand même le coup d'État dans le coup d'État à Bamako, je ne suis pas certain qu'on ait vu cela avec suffisamment de recul. Et la même chose pour le Burkina. Moi, je souhaite du reste. Petite erreur des services de renseignement.
peut-être erreur ou peut-être insuffisance d'effectifs, insuffisance de moyens, parce que je pense que la France ne peut plus considérer qu'elle est dans son précaré et il faut y mettre les moyens, comme d'autres pays, où ça a été évoqué, investissent en Afrique, investissent sur le plan économique, sur le plan culturel. Nous avons encore un potentiel extraordinaire sur place. Il faudrait aussi parler du Maghreb, quand même, où nous sommes encore heureusement assez présents. Il y a quand même un rôle de la France dans ces pays. Et c'est à nous, effectivement, et peut-être en consultant le Parlement, car je suis désolé de dire que les débats concernant la politique en Afrique, ils datent déjà d'un certain temps. Et donc je pense qu'il faudrait revenir devant le Parlement pour essayer de valider en quelque sorte ces hypothèses et voir quel rôle on peut avoir sur le plan culturel, sur le plan économique, où il y a des intérêts très importants, et puis voir de quelle aide ces pays ont-ils besoin pour leur sécurité et leur défense. Vincent Hugeux, est-ce que là on continue d'explorer ce sentiment anti-français? Il y a eu des erreurs diplomatiques aussi qui l'expliquent. Oui. Vous savez, il se trouve que j'étais à Ouagadougou lorsque le président Macron a prononcé cette phrase « La France n'a plus de politique africaine ». Ma réaction spontanée a dit « Mais quel dommage !» Le problème n'est pas de ne plus en avoir, le problème est d'en construire une autre. Et d'aller au-delà de la rhétorique de tous les présidents de la Ve République, ou à peu près au début de leur mandat. Nous tournons la page, nous enterrons la France-Afrique sans fleur ni couronne, etc. Ensuite, c'est comme la guerre, la diplomatie, c'est un art tout d'exécution. Le problème, pour revenir aux erreurs, c'est que le en même temps, en diplomatie, ça ne marche pas. Et que vous avez eu des messages contradictoires qui ont rendu la posture française illisible. On évoquait le Tchad, je n'y reviens pas, simplement pour rappeler que Macron a été le seul chef d'État occidental à se précipiter. N'Djamena a été perçu comme quelqu'un qui était venu adouber une succession kaki dynastique, problème. Et puis, on évoquait très bien, ouvrir sur le champ anglophone, lusophone, formidable. Sortir du précaré, merveilleux. Où va-t-il dans quelques semaines? Au Gabon et au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire deux des conservatoires de ce que l'Afrique centrale a produit de pire en ce qui concerne le mépris du suffrage universel et des droits humains. Donc tout ça rend la posture française indéchiffrable. D'autres erreurs, je fais très vite là-dessus. On essaye... Après les invectives échangées avec le Mali, et qui, très franchement, le discours des officiels de Bamako avait quelque chose de détestable dans son côté vindicatif. Jean-Yves Le Drian, à l'époque aux Affaires étrangères, Florence Parly aux armées, n'avaient pas besoin de s'exprimer sur le même registre. Prendre un peu de hauteur n'aurait pas nuit. Absolument. Et au même moment, on dit on va essayer de limiter la casse avec le Burkina Faso, qui est aussi le théâtre d'un putsch militaire à double détente d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie une secrétaire d'État sans doute estimable, mais connue de sa seule famille, Chrysoula Zakharopoulou, qui est chargée en plus de la francophonie et du développement. Comment voulez-vous que ce soit perçu par des régimes suspicieux? Si on veut éviter de casser la baraque, on envoie à minima le chef de la diplomatie ou, pour parler des questions sécuritaires et militaires, le ministre des Armées. Si vous voulez. Donc il y a comme ça. Mais je termine sur une autre erreur, parce qu'elle est peut-être fondatrice. Au début 2012-2013, la France est perçue non sans raison, au nord du Mali, comme la force qui empêche l'armée malienne de se redéployer dans le nord du pays. Et Dieu sait que les relations entre le sud et le nord ont toujours été conflictuelles et équivoques. Et donc, on est encore là-dessus aujourd'hui. Quand vous discutez avec des intellectuels maliens, avec des leaders politiques, la France, dès cet instant-là, apparaît comme la complice de ceux qui auront été les idiots utiles de l'entreprise djihadiste. Et c'est de là que naissent toutes ces vidéos délirantes, toutes ces imputations fantaisistes sur une complicité entre la France officielle et les fanas du djihad. Cette campagne a quand même été bien orchestrée. Elle a quand même été bien orchestrée car l'armée française ne s'est jamais, jamais opposée à l'intervention de l'armée malienne. Bien au contraire, on a tout fait pour tenter de les former. Le UTM, y compris avec des partenaires européens, a fait beaucoup d'efforts. Enfin, il faut quand même rappeler les choses. Oui, on va y venir à cette campagne et notamment sur les réseaux sociaux grâce à Tam Tranui qui doit être juste derrière le rideau. Rebonsoir Tam, bienvenue une nouvelle fois. Donc la France attaquée dans certains pays d'Afrique via justement ces réseaux sociaux. Oui, je vous propose d'ailleurs tout de suite de regarder un petit film qui circule sur les réseaux et qui est destiné à un public africain. Il circule depuis un peu plus de 15 jours maintenant. La France va de nouveau reconquérir l'Afrique. Nous sommes les démons de Macron. Maintenant, c'est notre pays.
besoin de renfort, mon ami. Voilà, hein, la France représentée par une armée de squelettes, les démons de Macron, qui vient donc envahir le Mali, représenté par un brave soldat malien bien seul, jusqu'à ce qu'un milicien russe de Wagner lui vienne en aide pour pulvériser l'armée d'occupation. C'est ce qu'on vient de voir. On voit la scène aussi dans la suite du film se reproduire au Burkina Faso, où la France est représentée sous la forme d'un serpent bleu, blanc, rouge. Et puis en Côte d'Ivoire, et la vidéo se termine par ces mots: à bas l'impérialisme, à bas la France. Alors sait-on qui a fait cette vidéo et puis avec quels objectifs? Alors les gentils russes de Wagner contre les méchants français néocolonialistes, on serait tenté de désigner tout de suite Wagner, hein, cette société de mercenaires russes très actifs en Afrique et en Ukraine. On n'en a pas la preuve formelle. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a aussi d'autres vidéos du même acabit qui ont circulé ces derniers mois. Par exemple, une qui représente, on la voit, eh bien, Emmanuel Macron, c'est un rat qui grossit, qui vient s'installer dans la cuisine de cet homme africain jusqu'à ce qu'il appelle, là encore, le super dératiseur Wagner, et le rat Emmanuel Macron finit à la fin du film cuit à la broche. À chaque fois, eh bien, le message, c'est sûr, il ne fait pas dans la dentelle. Il présente la France comme une puissance néocolonialiste qui veut piller l'Afrique et asservir les Africains. Ces vidéos, bien sûr, ne font pas basculer l'opinion d'une population, vous l'avez très bien expliqué, mais elles viennent souffler sur les braises du sentiment anti-français, aujourd'hui très présent en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et quelle est la réaction de la France? Eh bien, c'est un sujet qu'Emmanuel Macron a ouvertement abordé, notamment lors de son discours des ambassadeurs. C'était au mois de septembre dernier. Écoutez. Notre pays est souvent attaqué. Et il est attaqué dans les opinions publiques, par les réseaux sociaux et des manipulations. Le continent africain en est le meilleur laboratoire. C'est parce qu'on aura une vraie politique partenariale qui passe par la culture, le sport, qui valorise nos diasporas, qu'on enlèvera, si je puis dire, les sous-jacents du narratif russe, chinois ou turc qui vient leur expliquer que la France est un pays qui fait de la néocolonisation et qui installe son armée sur leur sol. Et face à cela, Emmanuel Macron a appelé à être plus agressif. Il a appelé à la mobilisation générale, qui concrètement est passée par la création d'un poste d'ambassadeur pour la diplomatie publique en Afrique, par la mise en place au Quai d'Orsay d'une cellule de 20 personnes qui est chargée de la veille et de l'analyse des réseaux sociaux, sachant qu'il y a aussi une équipe chargée de la riposte au niveau de l'armée. La France a déjà répliqué en démontant des fake news. L'opération la plus connue, la plus réussie à ce jour est celle du charnier de Gossi au Mali. En avril 2022, l'armée française a publié une vidéo, on la voit, où elle explique montrer les miliciens russes enterrant des corps près de la base de Gossi. Objectif de l'opération russe pour la France, faire croire à un charnier laissé par les soldats français après la fin de l'opération Barkhane. Merci Tam. Christian Cambon, cette cellule, la 20 personnes chargées de la veille et de l'analyse des réseaux sociaux, il y a une équipe chargée de la riposte au sein de l'armée. Bon, c'est bien, mais ça semble un peu ridicule, pardon, mais par rapport à l'ampleur du défi, non? Non, c'est déjà une prise de conscience. Oui. C'est déjà une prise de conscience. Il est évident que la nomination d'un ambassadeur chargé de la réplique, bon, c'est pas ça qui va changer le cours des choses. Je pense encore une fois qu'un examen approfondi la France doit le mettre en œuvre, et puis rappeler quand même ce que la France a fait. Je rappelle que le Mali, tout d'abord, depuis que les Français sont partis, les attentats continuent. Il y a eu encore une vingtaine de morts au Mali, il y en a eu 50 au Burkina Faso le mois dernier. Donc il ne faut pas laisser accroire l'idée selon laquelle c'est la France qui est facteur d'insécurité, car malheureusement, le problème demeure. Par ailleurs, on voit bien que ces provocations organisées très vraisemblablement par Wagner, veulent démontrer qu'une autre puissance, en l'occurrence la Russie, souhaite prendre la place de la France en Afrique. Et comme cela a été dit, il n'y a pas simplement que la Russie. Je comprends très bien que l'Afrique, qui va devenir un continent de 2 milliards d'habitants, qui est en pleine mutation. Et c'est peut-être là où, du reste, où la France devrait regarder les choses. Il faudrait que l'on comprenne que l'Afrique est en train d'évoluer. Qu'il y a des gens qui deviennent tout à fait experts dans l'intelligence artificielle et qu'on trouve en Afrique. Il y a des gens il y a des Africains et des dirigeants africains qui comprennent bien comment on peut effectivement aller dans le sens du développement. Et ça, peut-être qu'il y a un changement de mentalité qui est nécessaire. Je ne pense pas que le président de la République puisse être soupçonné de vouloir réinstaller la France-Afrique, mais il faut un examen de conscience approfondi pour voir, notamment sur le plan culturel et économique, qui me semble des sujets très importants.
Mathilde. Sur le plan du développement, vous diriez qu'il y a des failles, par exemple que l'Agence française de développement, ça dysfonctionne aujourd'hui? Alors, je ne vais pas, étant le tuteur parlementaire au Sénat de la RFD, je vais simplement rappeler ce que nous demandons en permanence. Nous sommes beaucoup battus, notamment à travers la loi cadre sur l'aide au développement, que les 19 pays prioritaires soient véritablement prioritaires au sein de l'AFD. Il y a des sommes considérables qui ont été investies. Vous savez, dans le bassin du fleuve Niger, ce sont des milliards qui ont été investis. Où tout cet argent est passé? A-t-on été, nous, les Français et les Européens et les pays qui ont aidé, suffisamment efficaces? Et moi, je pense personnellement qu'une des erreurs de Barkhane, ça a été le fait qu'au moment où on sécurisait des zones sur le plan militaire, on aurait dû avoir de véritables brigades du développement qui auraient dû succéder et non pas laisser cette image d'une France uniquement avec des soldats Robocop qui étaient dans les villages et qui finissaient par être un peu provocants, si je peux me permettre. Alors, je voudrais quand même qu'on prenne un peu de temps pour parler des milices Wagner et de leur stratégie, parce que j'entends vos arguments et c'est beaucoup plus complexe. Ça serait totalement ridicule de dire ce sont les milices Wagner qui sont à l'origine du sentiment anti-français en Afrique, mais quand même, Yagali Bakayoko, il y a une stratégie derrière. On ne peut pas la nier. Il ne faut pas la nier, il faut aussi la comprendre. C'est pour ça que moi, je n'aime pas tellement utiliser le terme de mercenaire ou le terme de milice. D'abord parce que la société militaire privée Wagner est un instrument aux mains de l'État russe, en réalité. Il est très difficile de démontrer la nature de ces liens, et c'est ce qui fait la force, d'ailleurs, de cet acteur hybride. C'est la difficulté de le qualifier, y compris d'un point de vue juridique. Mais par ailleurs, la qualifier de mercenaire ou de milice, ce serait mettre uniquement l'accent sur le volet militaire, encore une fois, de cette société. Or, bien sûr qu'il y a des soldats sur le terrain qui s'illustrent en réalité de manière assez piètre aussi, parce que la sécurité, en effet, non seulement ne faiblit pas, mais il y a aussi de très graves accusations d'exactions contre ce groupe et d'alliance, c'est très intéressant, avec non seulement l'armée, mais aussi avec les milices d'autodéfense, pour le coup, nationales, locales, dans le centre du Mali. Donc il y a des choses très graves. Mais il y a aussi et surtout cette stratégie de pénétration des médias, cette stratégie aussi sur les réseaux sociaux dont on parle, et cette stratégie de réactivation d'anciens réseaux physiques, cette fois-ci, fondés sur ce qu'était le dispositif mis en place à l'époque de la coopération avec l'URSS. C'est pour ça que voir en la Russie un nouvel acteur et oublier ce qu'elle a été jusque-là, on vient encore d'apprendre que dans l'armée malienne, on vient de changer tous les chefs d'état-major hier, et évidemment, un certain nombre sont russophones, ils n'ont pas appris le russe en 2 ans. Bien sûr. Ce sont des personnes qui connaissent très bien cet État depuis très longtemps. Il ne s'agit évidemment pas d'une irruption de la Russie sur la scène africaine, mais d'un retour en réactivant de vieux réseaux. Pour prendre un simple exemple, le Premier ministre en titre de la junte malienne a vécu 10 ans en Union soviétique et diplômé de l'Institut de télécommunication de Moscou. S'agissant de la partie, je dirais, non militaire. Dès 2018, j'avais consacré dans l'Express une longue enquête à la République centrafricaine, tête de pont de ce retour en force de la Russie. Et indépendamment de la fourniture d'armement à vil prix, épaulée d'ailleurs par la France qui, très maladroitement, avait permis une dérogation au niveau du Conseil de sécurité pour lever un embargo, encore bravo, là aussi, dans la lucidité géopolitique, on a fait très fort. Vous avez eu toute une série d'initiatives dites de soft power, donc de pouvoir d'influence. Je me souviens, par exemple, de Miss Bangui 2018-2019, financée par une société contrôlée par Evgeny Prigojine, le fondateur de Wagner. J'ai des amis journalistes centrafricains qui m'ont expliqué les offres qui leur étaient faites et qui m'ont aussi donné le tarif d'un édito anti-français ou d'un reportage à la gloire d'une initiative de l'ambassade de Russie à Bangui. Donc, et si vous voulez... Donc ça existait depuis très longtemps. Ça existait depuis très longtemps. Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance. C'est une caisse de résonance. Qui surfe aussi sur le complotisme, qui existe partout, qui existe ici aussi. Le film qu'on a vu quand même, c'est, il ne faut pas oublier de le dire, une insulte à l'intelligence des peuples d'Afrique. Parce que tellement il est manichéen. Mais là où, si vous voulez... la riposte, à mon avis, a été trop tardive. C'est too late, too little, comme on dit en bon français. C'est venu
trop tard et ça manquait d'amplitude. C'est le Charlie Hebdo aussi, ça c'est la prise de conscience. La prise de conscience est trop tardive. Et donc, évidemment, la riposte vient un peu tard. Dernier élément sur lequel j'insiste, et sur lequel, à mon avis, on aurait pu aussi préempter en quelque sorte le mensonge global. Je dis très souvent à mes amis africains, écoutez, vous êtes battus, et à bon droit, et parfois au risque de votre confort, voire de votre vie, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme. Et vous volez au secours de la seule entreprise de nature coloniale sur notre pauvre planète du jour, c'est-à-dire la guerre d'agression de la Russie sur l'Ukraine, pays souverain, en attendant celle de la Chine sur Taïwan, qui ne manquera pas de venir. Donc, je veux dire, il y a là quelque chose qui est de l'ordre, d'abord, de l'impasse sécuritaire. C'est un échec. Il brille plus dans l'exaction que dans la bravoure et le combat frontal contre les djihadistes. Mais c'est aussi un naufrage moral. Ce qui se joue aujourd'hui. Et alors, cet activisme russe, ce regain d'activisme, il peut être lié aussi à la guerre en Ukraine. Écoutez ce que disait Pascal Hausseur, directeur général de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, auditionné la semaine dernière par votre commission, la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. On l'écoute. Finalement, l'Afrique, pour finir sur cette partie géopolitique, c'est le front indirect de la guerre d'Ukraine. Et si les choses tournait mal pour les Russes, pour Poutine en Ukraine, il serait absolument pas surprenant de voir de plus en plus d'activisme anti-français, anti-européen. Mais enfin, il se trouve que les Français sont les Européens les plus présents en Afrique sur ce flanc sud. Christian Cambon, est-ce que c'est une sorte de guerre par procuration que la Russie, via les milices Wagner, nous livre en Afrique? Oui, bien sûr, parce que la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, ce n'est plus simplement contre l'Ukraine, c'est contre l'Occident, contre les valeurs de l'Occident. Qu'est-ce que Poutine a reproché à l'Ukraine? C'est de vouloir vivre avec les valeurs de l'Occident, la démocratie, les libertés, et Poutine ne peut pas l'accepter à sa frontière. Donc il déporte ce combat sur un continent qui est un défi pour tout le monde. En termes d'influence. On voit d'autres pays, ça a été évoqué, et donc il est tout à fait compréhensible, même si c'est tout à fait critiquable, de voir la Russie s'attaquer à nos intérêts. Je pense que c'est un combat, mais avec un certain nombre de conséquences, car la France a quand même beaucoup aidé des pays comme le Mali. Je rappelle que c'est 100 millions chaque année depuis 2013 d'aide, et même au moment où nous sommes partis, nous continuons de l'aide humanitaire dans ce pays. Donc, je ne suis pas certain que Wagner, sous forme de milice ou d'organisation, continuera cette action. Et je pense qu'il y aura, un jour ou un autre, de la part des dirigeants africains, à tirer les conséquences de ce changement. Je voudrais juste ajouter que ces campagnes anti-françaises sont beaucoup concentrées dans les milieux urbains et sur les réseaux. Mais dans les campagnes, les choses sont sensiblement différentes. Mais effectivement, comment elles sont reçues, Bagayoko, ces campagnes? Parce que les films sont tellement caricaturaux. Quelle est la part de prise de conscience de la part de ceux qui les regardent, de tomber dans une manipulation, et de la même façon, c'est ce que vous disiez, faire appel alors moi je continue de les appeler les milices Wagner, c'est un pouvoir occupant qui en remplace un autre, si on reprend la rhétorique. Alors il y a plusieurs types de réactions, comme vous le dites, dans les zones périphériques, mais c'est pas la préoccupation des populations. Je veux dire, sincèrement, elles sont prises pour cible à la fois par les groupes djihadistes, par les milices d'autodéfense, par les forces armées nationales ou étrangères, dans certains cas les populations sahéliennes. Donc franchement, l'influence de la Russie ou de la France, c'est pas leur préoccupation majeure. Après, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que pense la majorité. Pour la majorité de l'opinion publique, à mon avis, il y a un échec collectif, y compris des politiques de développement, et c'est très important de le dire aussi, y compris des normes. Vous parlez de ce combat qui est porté par la Russie. C'est très important de voir que c'est peut-être là qui porte le plus. C'est-à-dire qu'il y a un conservatisme qui est en train de
de se développer sur le continent africain, à la fois à travers des acteurs civils, mais à travers des acteurs religieux. Alors on pense beaucoup aux acteurs musulmans, mais le rôle sur le continent aujourd'hui des églises évangéliques, par exemple, explique que toutes les politiques en termes de genre, de promotion, de l'égalité, hommes-femmes, des LGBTQ, etc., est extrêmement mal perçue sur le continent. Et c'est dans ce cadre-là que la voix des puissances conservatrices, à la tête desquelles on peut placer la Russie, porte énormément. Ça, oui, la caisse de résonance est extrêmement forte. Vincent Hugeot, si on essaye, il nous reste quelques minutes, le temps a filé très vite, mais on a été plutôt globalement très critique quand même. Si on doit esquisser des solutions, vous diriez quoi? Alors, solution à court terme, il n'y en a pas. Ou si je la trouve, j'ai droit au prix Nobel de la paix la semaine prochaine. Parce que précisément, le mal, et c'est ce qu'on a essayé de dépeindre ici, est trop ancien, vient de loin. D'accord. Juste petite parenthèse, on dénonce le caractère milicien de Wagner. La France a un passé barbouzard en Afrique. Enfin, à ma connaissance, Bob Denard n'est pas né à Irkoutsk, au fin fond de la Sibérie. Bon, et on a utilisé des forces occultes pour les basses besognes de la République. Bon, donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous revient en boomerang aujourd'hui. C'est aussi dans notre passif, la narration globale. Bon. Donc ça veut dire que le discours, la simple rhétorique sur nous avons tourné la page, nous allons engager de nouveaux partenariats, il tourne à vide. Il ne se fait pas dans le discours, il ne se fait pas dans le verbe, il doit se faire dans les actes. C'est-à-dire qu'il faut une posture qui soit plus discrète, plus modeste, plus humble. On cesse de donner des leçons de morale, comme le jeune Emmanuel Macron l'a fait, et plusieurs chefs d'État africains me l'ont dit en privé. Bon, il est très brillant, votre président. Simplement, il faudrait qu'il arrête de nous convoquer pour nous administrer des leçons de pertinence politique. Bon, ça, c'était le G5 Sahel à convoquer à Pau, par exemple. C'est un excellent exemple. Il y en a eu d'autres. Bon. Donc, si vous voulez, imaginez que l'on puisse reconquérir les cœurs, les âmes et les esprits simplement par un affichage rhétorique est une chimère absolue. Il faut le prouver dans les actes et encore une fois sur un registre pratique, concret, modeste, local. Et un mot de conclusion, parler de développement, c'est peut-être le levier le plus important à améliorer ou à réactiver? Par l'aide au développement, certainement, par une réappréciation d'un certain nombre de problèmes. Je lisais, là, en venant, la déclaration du président Bassoum. Il dit, écoutez, vous êtes gentil... On est dans quel pays, pardon? Niger. Merci. Bon, il dit, vous êtes... les Occidentaux, vous êtes très gentils de nous demander de diminuer nos consommations de produits énergétiques. Alors, de deux choses l'une. Ou bien vous réinvestissez massivement sur les énergies renouvelables au profit de l'Afrique, auquel cas vous devenez crédible. Sinon, c'est quand même pas l'Afrique qui a mis le monde dans cet état. Voilà des sujets concrets. Le climat, c'en est un. Dieu sait si l'Afrique paye un prix très cher. Voilà un très bon sujet sur lequel on peut se réinvestir et poser des actes. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était passionnant. Je vais rappeler, Vincent Hugeot, le titre de votre livre « Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial » qui est publié aux éditions Perrin. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Sens Public. Un grand merci à toutes les équipes de Public Sénat. C'est un bonheur de travailler avec vous. Je vous dis à lundi. Et puis demain, votre prochain rendez-vous politique sur notre antenne, la matinale. Oriane Mancini qui reçoit Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Belle soirée.